Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 phrases qui m'ont plombé et les 5 phrases qui m'ont boosté lors de ma nuit noire de l'âme. Avant de commencer, que ce soit clair, je vais passer cette vidéo pour pointer du doigt les personnes qui m'ont dit ces choses-là, pour dire qu'elles sont méchantes et qu'elles ont dit des choses affreuses. Loin de là, parce que la plupart des personnes qui m'ont dit ces phrases ont été celles qui m'ont le plus soutenue, celles qui ont été les plus présentes, celles qui le sont encore actuellement. Donc il y a vraiment zéro envie de jugement derrière ça. Non, je pense que si tu me suis un peu, ou si tu me découvres en tout cas, tu vas apprendre à me connaître. J'ai envie de te montrer comment de ces phrases, j'en ai tiré des leçons, voire j'en ai tiré des forces. Comment j'ai esquivé ça et j'ai transformé telle une chenille en papillon pour en faire un leitmotiv. Et je vais te parler, pour finir quand même, histoire de partir sur une petite note positive, les 5 phrases qui m'ont boosté, parce que il y en a eu bien plus que 5, hein. Ces phrases-là m'ont fait du bien et c'est des phrases que je me répétais souvent lorsque j'étais pas bien, comme un peu un mantra. Pour m'aider à aller de l'avant. Donc j'ai envie de partager ça avec toi. J'espère que ça va t'intéresser, que ça va toi-même t'aider si tu vis des choses un petit peu similaires. Trêve de plaisanterie. Voici tout de suite la phrase numéro 1. Prendre conscience que tu vas mourir un jour, vois-le comme un handicap. Alors, pour remettre dans ce contexte, c'est quand je parlais à cette personne-là que j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon innocence de l'enfance, en fait, où on pense pas à toutes ces choses-là. C'est une réalité qui est très lointaine et j'avais l'impression qu'on m'avait arraché ça, en fait, avec ces prises de conscience que j'ai eues, la nuit noire de l'âme que j'étais en train de traverser. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait enlevé toute cette magie, tout ce merveilleux qu'on a parfois pendant l'enfance. Moi, je sais que je l'ai beaucoup eu, du coup, c'était vraiment une sensation de grosse perte. Et le fait qu'elle qualifie ça d'un handicap, le mot handicap a vraiment une résonance très forte en moi. La première chose que je me suis dit à ce moment-là, c'est que c'était horrible de me dire ça, parce que j'avais pas envie d'être considérée comme une handicapée. En fait, j'avais l'impression que ce mot était encore plus un poids que je devais porter. Plutôt que m'alléger, il m'enfonçait. Et à partir de là, 2 choses ont été assez intéressantes. C'est que je me suis souvenue, 1 ou 2 ans avant que tout ça arrive, avant la nuit noire de l'âme et tout le tralala, j'avais été voir un hypnotiseur. Je me souviens que j'avais déjà un peu des angoisses par rapport à finalement la mort, mais c'était différent, c'était concernant la mort de ceux que j'aime. Et je me rappelle que j'avais été le voir et je lui disais: ah, mais c'est dur parce que en ce moment je me rends compte que ceux que j'aime peuvent tomber malades, qui peuvent partir comme ça et tout, j'ai du mal à le vivre, tatati tatata. Et lui, à l'inverse, il m'avait dit, mais vois-le comme une chance. Je me rappelle qu'il m'avait dit, mais regarde toutes ces personnes qui en ont pas conscience, et le jour où ça arrive, soudainement, ils disent souvent: si j'avais su, j'ai pas assez profité, j'ai pas assez dit que je l'aime, tatati tatata. En fait, il m'invitait clairement à vivre cette prise de conscience comme une chance de pouvoir encore plus profiter et chérir les moments que je passais avec ceux que j'aime et que j'aime encore. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que ça m'a fait réaliser, lorsque cette personne m'a parlé de handicap, que j'avais moi-même une vision très négative de ce terme, comme si c'était vraiment quelque chose d'affreux de vivre avec un handicap, que ce soit physique ou mental. Et ça m'a un peu mis face à cette partie de moi qui acceptait pas cette catégorie de personnes, qui les voyait finalement comme des gens à plaindre, comme des personnes à qui je n'avais pas envie de ressembler. En fait, ça m'a mis vraiment en face à toutes finalement, ces émotions, ces pensées négatives que je n'osais pas conscientiser à l'époque, parce que ça ne fait pas de pas aimer les handicapés, de les critiquer, je sais pas trop quoi, tu vois. Alors forcément, on n'ose pas avouer que ça puisse être quelque chose qui nous dérange. C'est mal vu, en fait, d'avouer que c'est quelque chose qui nous dérange, alors que je pense qu'il y en a beaucoup que ça dérange. Et moi, ça m'a mis face à ça. Ça m'a mis face à une partie de moi que je voulais pas voir, qui me plaisait pas, parce que ça correspondait pas à ce que mon ego voulait que je sois dans toute sa splendeur.
Et c'était du coup très très intéressant parce que ça m'a forcé à totalement détruire cette façon de penser pour en construire une nouvelle. Et parce que la vie est merveilleuse et quand tu sais l'écouter, elle t'envoie quand même de super trucs. Je pense que dans les jours ou peut-être semaines qui ont suivi, je suis tombée mais sur plein de vidéos. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive de vidéos, de livres, de témoignages de personnes qui ont un handicap, qui en ont tiré une sacrée force, quoi, qui en ont tiré des leçons incroyables, une force intérieure magnifique, qui... Waouh, quoi. Enfin, vraiment. Et alors, je me suis rappelé de ce que le thérapeute à l'époque m'avait dit, mais ces gens-là ont réussi à transformer quelque chose qui est quand même pas simple à vivre, c'est quand même un frein, et ils l'ont transformé en des opportunités incroyables. Waouh, quoi. Et ça m'a reboosté, je me suis dit, bah tiens, je vais le vivre comme eux, je vais le faire comme il m'a dit. Ce que je suis en train de vivre, je vais le transformer en chance. Je vais en faire une opportunité. Je vais l'utiliser pour me surpasser, pour découvrir encore plus de quoi je suis capable. Et ça m'a vraiment poussé à chercher au fond de moi une solution, à changer de regard sur quelque chose qui était ancré en moi et de vraiment tout faire exploser pour en sortir le positif. Donc c'était hyper intéressant finalement comme processus. Je passe à la deuxième phrase. Si tu ne vas pas mieux, tu vas finir en hôpital psychiatrique. Alors forcément quand tu entends ça, tu dis oh mon Dieu, je suis dans la merde. Parce que en fait, au-delà du fait que dans ces moments de vraiment pas bien, tu doutes de toi-même, tu te dis, tu te demandes tous les jours si tu es capable d'affronter encore une journée, si tu vas t'en sortir, tu te demandes combien de temps tu vas tenir avant de flancher, tout ça. Et quand quelqu'un, en fait, ah, j'ai un truc dans l'œil, petite poussière qui a volé dans l'air et est venue se déposer sur le coin de mon œil. Du coup, j'étais en train de dire, quand une personne du coup te dit ça, alors toi déjà qui est, enfin moi en tout cas, je vais parler pour moi qui était déjà en manque total de confiance envers moi-même, le fait de sentir qu'une autre personne est peu confiante par rapport à ta situation, ça aide pas. T'as besoin d'être entouré de personnes hyper confiantes à ta place et qui te disent que tu vas t'en sortir. Et là, c'était pas le cas, ça me ramenait vraiment à mes peurs. Ben justement, moi, c'est ça que j'avais peur de pas tenir le coup et de devoir finir enfermée parce que je pouvais plus vivre normalement, tout simplement. Et en contrepartie, un peu comme dans la première phrase, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je lui faisais part de cette peur en me disant mais si ça va pas mieux, je vais vraiment finir dans un hôpital psychiatrique, il me disait mais non, de toute façon, on laissera pas faire, ton entourage, ta famille laissera pas faire. Au pire, tu seras chez tes parents, à la campagne, et il y aura quelqu'un qui viendra prendre soin de toi, mais on t'enfermera pas. Et en fait, c'était un peu la phrase qui a contrebalancé, qui m'a fait reprendre confiance. Qui m'a montré que j'étais quand même bien entourée. Et de ça, moi, ce que j'ai puisé, c'est que je me suis dit, bah, ça me montre à quel point j'ai peur, justement, de cette finalité. Et ça a renforcé cette idée que, merde, quoi, je dois m'en sortir, je dois trouver une solution. Je peux pas, ça me fait trop peur, c'est quelque chose que je ne veux pas aller par là-bas. Là encore, je me suis dit, bah, ok, allez. Enfin, je sais pas si tu vois, mais ce côté un peu guerrier qui ressort de dire, bon, je me laisse pas abattre, il faut que je reprenne confiance en moi, il faut que j'y croie moi aussi et que je prouve que je vais y arriver. Voilà comment j'ai transformé ça, que je l'ai utilisé en ma faveur et que je me suis rendu compte après coup que cette phrase m'avait aidée, même si à la base ça m'avait pas trop fait du bien. J'en arrive à la troisième phrase. Je ne veux pas que tes enfants aient une mère dépressive. Alors cette phrase, je me rappelle très bien, elle m'a fait mais, mal droit au cœur. Le premier avantage que j'en ai trouvé, c'est que elle m'a fait exploser en larmes après coup. Elle m'a permis de me décharger. Parce qu'en fait, pendant toute cette période, j'étais vraiment mal, mais j'étais que dans l'angoisse et la peur. Du coup, je pleurais rarement, j'étais juste un peu comme quand t'es angoissé et que t'as peur, t'es juste tu vois, un peu pétrifié, un peu dans tes pensées, un peu je sais pas, bizarre, mais t'es vide quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi j'étais comme ça, j'étais vide, j'avais pas vraiment d'émotions qui ressortaient plus que ça. J'étais juste dans ce mal-être ambiant. Donc les quelques fois où je craquais et que je pleurais, c'était vraiment une libération quoi. Je déchargeais des choses à chaque fois, ça me permet
d'en reparler plus librement, de voir plus clair, etc. Donc le premier avantage que ça a eu, cette phrase, c'est qu'elle m'a touchée en plein cœur, mais du coup elle m'a fait pleurer, et je me rappelle que ça a participé à me soulager un temps. Au-delà de ça, quand quelqu'un dit quelque chose qui nous touche à ce point, c'est qu'il y a une blessure qui nous est propre derrière. Sinon, ça nous passerait... Donc à cela, un peu comme la phrase précédente, la numéro 2, je me suis dit, à moi de faire en sorte que ça arrive pas. À moi de me battre pour que justement cette peur ne reste qu'une peur et ne devienne pas une réalité. Si ça te touche, c'est que tu crois que ça puisse être une réalité, et ben c'est de ton pouvoir, c'est de ton ressort de faire en sorte, plus possible, que ce fait reste fictif et que la réalité soit celle dont tu as vraiment envie d'être, du coup la mère que tu souhaites réellement être. Et ça m'a permis du coup de me questionner quel genre de mère je veux être, etc. Mais ça a été quand même, ça m'a permis encore une fois de me confronter face à quelque chose dont j'avais pas forcément conscience, mais qui était quand même là. Donc c'était assez cool au final. Douloureux, mais ça valait le coup, hein. Je passe sans plus attendre à la phrase numéro 4. Tu te poses trop de questions. Ah, cette phrase, je l'ai entendue, mais de plusieurs personnes. Mais tellement de fois aussi, et qu'est-ce que ça avait le don de m'agacer. Parce que le premier truc que ça me faisait ressentir, en fait, au tout début, c'est que genre, si t'es... Enfin, moi, je le traduisais comme ça, le message n'était peut-être pas celui-là, mais moi, je le traduisais comme ça, c'était... Si t'es dans cette merde à te poser plein de questions, à délirer, à machin, je sais pas quoi, c'est de ta faute, c'est que tu te poses trop de questions. En gros, t'aurais mieux fait de mener ta vie, tranquillement, en fermant les yeux sur certains trucs, pas être trop curieuse, t'en serais pas là où t'en es maintenant. Quelque part, c'est un petit peu vrai. J'ai toujours eu cette partie de moi où je cherchais. Forcément, des fois, pas être surpris par ce qu'on trouve ou autre. Mais la réalité, c'est qu'au fond du fond, si t'arrives à transformer ça d'une belle façon, c'est que c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif pour toi, ça peut vraiment l'être. Et là encore, en fait, j'avais une petite partie de moi, je pense que c'est mon intuition qui a été toujours là en me disant: t'es vraiment sûr que tu crois qu'ils ont raison ceux qui disent ça, de dire que tu te poses trop de questions? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose de se poser trop de questions? Mais je me suis dit, le problème c'est pas tant que je me pose trop de questions, c'est de me demander pourquoi cette envie de trouver des réponses est autant obsessionnelle. En fait, j'essaie de pas me raccrocher forcément à cette remarque que je vivais comme une critique et plutôt me dire, mais se poser des questions en soi, c'est pas le problème, c'est le fait que je vis mal soit les réponses que je trouve, soit les réponses que je trouve pas. Et finalement, le fait d'être touchée par cette remarque m'a fait me questionner différemment, de me dire, pourquoi quand je me pose cette question, je suis angoissée à l'idée de ne pas avoir de réponse? Qu'est-ce qui me fait peur derrière ça? Et finalement, je me préoccupais plus de la question en elle-même, je me préoccupais de ce que ça me faisait ressentir, quel était le besoin qui ressortait, etc. Ça me recentrait sur moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et qui continue à m'accompagner tous les jours sur plein d'autres sujets. Donc encore une fois, j'ai réussi à transformer cette remarque qui m'a été droite au cœur, qui m'a énervée. Je me suis dit, là encore, je vais trouver comment la rendre bénéfique pour moi. Bon, passons tout de suite à la phrase numéro 5 qui m'a plombé, la dernière que j'ai notée, c'est: arrête de t'éparpiller partout, t'es pas stable, hein. Bon, il me le disait pas trop sur ce ton-là. Il me disait plutôt: tu trouves pas que tu t'éparpilles un peu trop? Faudrait pas que tu restes sur une forme de thérapie et que t'ailles pas trop voir partout? Non. Parce que oui, cette remarque était par rapport aux thérapies que je faisais. Parce que, je l'ai déjà dit, je sais plus dans quelle vidéo, j'en ai enchaîné, mais tellement au début, je sais pas, les 2 premiers mois, j'ai dû voir 8 thérapeutes différents. Enfin, j'ai été voir vraiment beaucoup de monde. Je cherchais inlassablement une solution et quelque chose qui m'aiderait réellement. Et forcément, les personnes qui étaient à côté, qui assistaient à ça, se disaient, ce que je peux comprendre, hein, elle commence un truc, elle finit pas, tout éparpillé, ça va pas. Et de là, ça avait tendance à m'agacer et ça me renvoyait au fait encore, je suis pas capable, je fais mal les choses et tout ça. Donc ça fait souvent ressortir cette partie de moi quand même. Prise de conscience instantanée. En réalité, c'est vrai que cette phrase-là, c'était encore cette sensation qu'on n'avait pas confiance en moi et ça remettait en doute ma propre confiance en moi du coup. Mais là encore, ce que j'ai réussi à me prouver à moi-même, c'est que j'ai bien fait de m'écouter
que c'était pas si fou, enfin si c'était pas si désorganisé le fait que j'aille voir plusieurs thérapeutes. Il y avait vraiment une raison. Et cette raison, c'est que j'en avais besoin parce que je cherchais la méthode qui m'aiderait. Et des fois, je faisais une séance chez quelqu'un et je me rendais rapidement compte que bah non, ça va pas le faire. Je le sentais. C'était mon intuition. Alors pourquoi continuer 10 séances avec la même personne si dès le début tu sens que ça va pas aller? Et là, c'est pas évident parce qu'il faut faire attention à son intuition. Tu pourrais te dire oui, peut-être que c'est l'ego, machin, qui t'empêche de, mais avec le recul, non, à chaque fois, les décisions que j'ai prises étaient les bonnes. Après, il y a des fois, j'allais voir certains thérapeutes, je me sentais vraiment appelée, il y a quelque chose qui m'attirait, je faisais qu'une séance ou deux avec eux, qui m'ont aidé, elles m'ont apporté un petit truc. C'est pas elles qui m'ont sorti totalement de ça, mais elles ont participé. Des fois, c'était juste une phrase que le thérapeute allait dire dans toute la séance, mais cette phrase, elle m'a accompagnée tout le long jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'encourage les personnes à toujours continuer à chercher tant qu'elles n'ont pas eu l'impression d'avoir trouvé ce dont elles avaient besoin. Au-delà de ça, il y avait aussi ce côté où dans ma tête, de voir plusieurs thérapeutes, d'essayer plusieurs thérapies, de voir qu'il y en avait plein qui existaient, et ben ça me maintenait l'espoir. Tant que j'ai pas tout essayé, eh ben j'ai pas tout essayé. Ça veut dire que j'ai encore une chance de remonter la pente. Bah ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais vraiment au plus bas. Après, maintenant, j'ai trouvé des formes de thérapie qui me conviennent très bien. Je sais que je vais en découvrir d'autres, j'espère, parce que c'est un univers passionnant, parce que quand je suis moi-même avec des patients, je me rends compte que chacun va réagir différemment selon les thérapies, etc. L'une peut convenir à quelqu'un alors qu'à l'autre non, etc. Et c'est ça c'est toute cette nuance qui est magnifique, je trouve. Mais au final, j'ai trouvé celle qui me correspondait plus. Et quand j'ai trouvé celle qui me correspondait le plus, bah, j'y ai passé beaucoup plus de temps. Mais j'avais besoin de tester plein de trucs. J'en avais besoin. Et j'ai bien fait de m'écouter. Parce que ça participait à maintenir mon espoir. À me dire, je vais trouver. Si celle-là ne fonctionne pas, une autre va fonctionner. Et ça a été le cas. Donc voilà. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Il y a quelqu'un qui dit une phrase, ben rentre pas dans la critique et la colère envers cette personne. Demande-toi toujours pourquoi ça te fait réagir comme ça. C'est vraiment là, pour moi, la clé pour puiser en toi la force. C'est pour toujours te demander quelle partie en moi ça touche. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Comment je peux sortir plus fort de ça? Et tu verras que tu trouveras des choses incroyables au fond de toi. Nous sommes merveilleux. Nous avons de très fortes capacités. Et je sais que c'est pas simple pour tout le monde. Hein. Je sais que c'est pas facile. Même pour moi, ça n'a pas été facile, même si en m'écoutant, ça peut sembler l'être. J'ai eu de la chance d'être entourée, d'avoir des soutiens à côté toute seule. Ça aurait été très très compliqué. Ça aurait été très compliqué, je pense. Donc je me rends compte personnellement que l'entourage, les gens qui sont autour de nous, qui sont là pour nous soutenir, est primordial. Et c'est pour ça que je vais passer aux 5 phrases qui m'ont boosté. Alors je vais couper la vidéo aussi. La deuxième partie va arriver après. Ça sera peut-être un peu moins long à regarder. Ça fera des vidéos plus courtes. Donc je te retrouve bientôt pour la deuxième partie.